déjà, bonjour à tout le monde. On va vous présenter une table ronde qui va porter sur les rapports entre l'utilisation de l'intelligence artificielle et les différentes pratiques du jeu de rôle aujourd'hui. Donc intelligence artificielle, sujet qui ne date pas d'hier mais qui revient en force ces derniers temps. Je vais vous présenter très rapidement, puis compléteront leur présentation par eux-mêmes sur leur actualité, les deux intervenants. Mais avant de commencer, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Isabelle Perrier, qui était assise à côté de moi la dernière fois que j'ai animé une table ronde lors d'un colloque rôliste. Donc voilà, une pensée pour Isabelle au passage. Donc, nous sommes en compagnie de Stan Stitch. On me dit sur le site d'actualité rôliste que tu es auteur à 2D sans face, que tu as aussi participé à la récente réédition de Maléfice, et que par ailleurs tu as écrit sur la pratique du jeu de rôle, notamment, alors je prends mes notes, notamment le jeu de rôle sur table, un laboratoire de l'imaginaire chez Mina. Voilà. Est-ce que tu veux compléter ta présentation peut-être ? Non, c'est bon. Ok, super. Et puis Benjamin, pareil, présentation rapide. Je pense que tu es bien connu des gens qui aiment les jeux vidéo, puis le jeu de rôle, etc. et le transmédia. Mais je dis quand même que voilà, tu es toujours d'ailleurs réalisateur chez Quantic Dream, cofondateur de Let's Roll, et puis que tu as actuellement des nouveautés qui viennent de sortir ou qui sont sorties en rapport avec Star Wars notamment. Pareil, je te laisse compléter ton actualité. Oui, ça sera l'intro justement de ma présentation. Je me présenterai en quelques mots, mais oui, c'est moi. D'accord. Ce micro est super fort en fait. Ouais. Alors, on va commencer par vous présenter quelques éléments sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les différentes pratiques du jeu de rôle. San et moi, on s'est livré avec aussi Laurent Gartner du site Les Portes de l'Imaginaire. On s'est livré une petite enquête. Alors pareil, probablement représentatif de pas grand-chose étant donné l'échantillon, mais voilà, on a fait notre best effort, on a essayé du mieux qu'on pouvait d'avoir des retours et des éléments à vous présenter. Ça marche. Donc oui, ici l'un des enjeux de ce colloque, c'est justement de dresser une sorte d'état des lieux des pratiques contemporaines. Regardons quelles sont ces pratiques contemporaines et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux qu'un sondage pour voir ce qui se fait. Et deuxième enjeu du colloque, c'est justement de faire, de regarder de façon prospective quelles seraient les évolutions futures de la pratique du jeu de rôle. Donc on a aussi justement par ces sondages que tu mentionnais pour poser cette question-là. Donc déjà quelques détails sur les deux sondages, parce que justement on en a fait deux. On a bien voulu séparer entre un sondage qui est plutôt un questionnaire de fait sur l'état actuel de l'utilisation de l'IA pour la pratique du jeu de rôle, et un deuxième questionnaire qui est plutôt un questionnaire d'opinion. Que pensez-vous du futur de l'IA et du jeu de rôle ? Pour le premier sondage, on a eu 130 réponses. Merci à ceux qui ont répondu. La première question était: est-ce que vous utilisez l'IA pour le jeu de rôle? Oui, non. Alors déjà là, ça nous donne tout de suite deux groupes. En fait, c'est moitié-moitié sur les 130 à peu près. Une moitié utilise l'IA pour le jeu de rôle, l'autre déclare ne pas l'utiliser pour le jeu de rôle. Le second sondage a eu 59 réponses. Vous pouvez toujours participer au sondage, il faut juste mémoriser l'adresse URL assez rapidement, parce que je vais passer à la suite. Mais évidemment, vous pouvez nous demander. Donc voilà, quelques barres colorées. Donc la première question, c'est quelle est votre utilisation actuelle de l'intelligence artificielle pour le jeu de rôle, pour quelle finalité? Et là, en fait, il y a trois grandes catégories. C'est l'intelligence artificielle qui génère des illustrations, qui génère du texte, et puis le reste. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que l'utilisation numéro 1 actuellement de l'intelligence artificielle pour le jeu de rôle, c'est pour illustrer des
des PJ et des PNJ. Donc l'IA comme générateur de trombinoscopes, de jolies images de son perso pour incarner. Et là, on est carrément à plus de 80% de notre échantillon. Il y a aussi d'autres utilisations, évidemment, et dans ces autres illustrations, si on regarde en détail, on voit des décors, des lieux, des paysages, il y a des objets, des artefacts, des monstres, des équipements, des armes, de l'ambiance, de l'atmosphère, mais aussi des icônes ou des fonds d'écran pour VTT. Ensuite, rédaction, pour ceux qui utilisent l'IA pour rédiger certaines choses. Alors, on a pour écrire des scénarios, pour créer des aides de jeu, générer du background, et là aussi pour d'autres types de textes. Et quand on regarde à nouveau dans les commentaires qu'ont laissé les personnes qui ont répondu, en fait, on trouve sous cette rédaction aussi des choses un peu exotiques. J'utilise l'IA pour écrire des chansons, des poèmes, des proverbes, des hymnes, des descriptions de personnages, etc. Mais on trouve aussi deux grandes catégories. Une catégorie, c'est oui, ça m'aide pour trouver des idées, des suggestions, ça m'aide dans mes réflexions, c'est pour trouver l'inspiration, pour trouver des manières d'amener des personnages vers des indices, pour brainstormer, etc., pour débloquer le syndrome de la page blanche. Ça, il y a vraiment beaucoup qui ont répondu dans ces directions-là. Et un autre groupe qui utilise ça pour synthétiser des informations, résumer des règles, raccourcir des textes trop longs, résumer des comptes rendus de session. Donc c'est à se demander si des jeux de rôle de 300 pages, c'est pas un peu beaucoup quand on voit cette pratique. Et quand il s'agit... on a déjà disparu. Oui, c'est revenu. Donc l'autre, donc c'est pour créer des PNJ, des PJ avec description et caractéristiques. Déjà des personnes se lancent là-dedans. Là aussi, si on regarde dans les commentaires, on trouve aussi musique de fond pour faire raccord avec les deux sujets précédemment. Utiliser l'IA pour la musique de fond, pour générer des événements aléatoires, pour des plans, pour des jets de dés. On peut faire des jets de dés sans IA, vous remarquez, mais certains utilisent l'IA pour ça. Pour réduire le temps de préparation, pour assister à la traduction, pour compléter ce qu'un éditeur n'a pas inclus ni dans le livre de base, ni dans les suppléments. OK. Et une réponse qui a été donnée 2 fois, c'est l'usage en jeu de rôle solo. Et en fait, l'usage de l'IA pour du jeu de rôle, l'éléphant dans la pièce ou le cube gélatineux dans le couloir du donjon, c'est quand même avoir un IA qui fait MJ. Alors là, il y a en fait personne qui a répondu j'utilise l'IA pour faire MJ, mais peut-être parmi ces 2 personnes qui ont parlé de l'usage du jeu en jeu solo, c'était justement pour que l'IA fait MJ. Mais ça, on y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, il y a aussi toute une catégorie, l'autre moitié, qui a déclaré ne pas utiliser l'IA pour le jeu de rôle. Alors, pourquoi ils n'utilisent pas l'IA pour le jeu de rôle? Ici aussi, plusieurs réponses possibles d'ailleurs. Alors, première catégorie, là, je n'ai pas l'intérêt. L'IA pour le jeu de rôle, bof. Ok, bon. Deuxième catégorie, en fait, à égalité du nombre de réponses, c'est j'utilise pas l'IA parce qu'il y a vraiment des problèmes de respect des droits d'auteur associés à l'utilisation de l'IA. Et après, on a je ne fais pas confiance en la véracité des informations que fournissent les outils basés sur l'IA. Si vous avez utilisé une de ces applications génératives, vous lui posez des questions, des fois, effectivement, ce qui sort peut être assez étonnant. On va dire ça comme ça. Et souvent, on peut poser la question de plusieurs façons différentes et obtenir plein de réponses différentes aussi. Mais il y a aussi des moyens de contourner ça. Il y a aussi des IA qui donnent des réponses beaucoup plus exactes, beaucoup plus cohérentes. Ensuite, on a l'IA me pose des problèmes éthiques. Alors là, on a eu plein de commentaires. Je viens là-dessus dans la diapositive suivante. Donc là, les répondants au questionnaire se sont quand même donné la peine de bien décrire pourquoi ça leur pose des problèmes. Et on a aussi environ un quart qui déclare ne pas savoir utiliser les outils basés sur l'IA. Alors, si on plonge dans
dans la section commentaires, comme on dit. Pourquoi ne pas utiliser l'IA? Et ça, c'est surtout des commentaires associés aux problèmes éthiques. Alors, ce qui est mentionné en gras, ce qui est mentionné assez souvent, mentionné en non gras, c'est peut-être une fois, deux fois. Alors, ce qui retient les rôlistes d'utiliser l'IA, ou en tout cas certains rôlistes, c'est le fait qu'on a affaire à la spoliation, pillage des œuvres, qu'il y a un risque pour le travail et la subsistance des artistes, notamment les illustrateurs, des risques importants de destruction d'emplois chez les illustrateurs, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs, même le jeu de rôle. Conditions des travailleurs de l'IA, certains nous mentionnent des biais discriminatoires de l'outil, des problèmes de vie privée, des problèmes avec les fake news, les deepfakes, aussi beaucoup de commentaires en relation avec l'impact écologique, que ce soit la consommation d'eau, d'électricité, l'impact carbone. Certains nous parlent aussi de création, que utiliser l'IA enlèverait toute légitimité de création. Peut-être que c'est plus l'humain qui crée, ce serait l'IA. Un appauvrissement du processus créatif, et avec un commentaire comme « À quoi bon faire du jeu de rôle si c'est pour sous-traiter sa créativité à des machines ?» Alors qu'on a vu juste avant que certains répondent « J'utilise l'IA pour m'aider à la création ». Et encore d'autres commentaires. Certains trouvent en fait les résultats de l'IA pas beaux, révulsent du point de vue esthétique. Ok, donc ça c'était les réponses au questionnaire sur l'utilisation actuelle de l'IA en jeu de rôle. Maintenant, un peu de prospective, que pourrions-nous attendre dans un futur relativement proche, que pourrait nous offrir l'IA, à la pratique du jeu de rôle. Alors, il pourrait y avoir par exemple des IA co-MJ qui aident l'humain lors d'application de règles. Alors évidemment, là, on ne veut pas d'une IA qui commence à halluciner, qui commence à inventer. On aimerait bien une IA qui soit quand même assez stricte sur les règles et qui nous donne des réponses correctes, quoi. Alors ça, techniquement, c'est possible. Ça s'appelle un RAG, un générateur augmenté de récupération. Donc on combine un grand modèle de langage pour justement produire du langage, du texte, avec en fait ce générateur augmenté de récupération qui lui en fait apprend des informations d'un domaine spécifique ou d'une base de données spécifique. A pu parler à des spécialistes de l'IA, notamment Philippe Cudré-Mourou, qui est professeur en Big Data à l'Université de Fribourg. À son avis, ce genre d'IA, c'est à la portée de petites entreprises, donc même d'éditeurs francophones. Et un chatbot pour, par exemple, les règles de D&D, ça pourrait très bien être créé par un étudiant en informatique de niveau master. Encore faut-il avoir les droits d'utiliser les règles en question. Donc ça, c'est une application qui peut-être en fait existe déjà. Des IA co-MJ, mais pour cette fois pour guider un MJ dans un scénario complexe. Donc il faudrait que l'intelligence artificielle apprenne le scénario et ensuite apprenne à guider un MJ à travers un scénario complexe. On peut penser à une très longue campagne, par exemple. Des IA MJ maîtrisant des parties de jeux de rôle. J'y reviendrai juste tout à l'heure. En fait, il y a déjà des premières expériences là-dessus. Des IA PJ qui joueraient un personnage ou qui simuleraient un joueur. En fait, là, on peut imaginer un MJ qui programme un PNJ ou un PJ en donnant les éléments clés. Un tel, une telle, caractéristique, apparence, équipement, background, intention. Et là, l'IA joue ce personnage. Quand je dis programme, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il y a un langage de programmation. En IA, le langage de programmation, c'est le langage naturel. On va parler à l'IA. Et ensuite, des générateurs de scénarios. Alors actuellement, l'IA est déjà utilisée pour avoir des idées, des suggestions, etc., compléter une idée de départ. Effectivement, l'IA actuellement est encore assez mauvais pour avoir un plan, pour avoir quelque chose de complexe, pour avoir quelque chose de long, mais il serait très possible dans une année ou 2 ans pour avoir un scénario cohérent de 4 pages. Donc on aurait déjà plus qu'un synopsis, peut-être un scénario format Casis.
Il y a aussi d'autres idées, hein, aussi de nouveau en relation avec le sujet précédent, utiliser l'IA qui en fait écouterait la partie en cours et proposerait la musique qui va bien pour le moment, hein, donc musique d'ambiance d'après la partie en cours, ou alors des illustrations d'après la partie en cours, ce genre d'idées-là. On a un avenir devant nous multimodal avec une IA qui peut générer du texte, des images, du vocal, et bientôt la vidéo sera aussi au point. On n'a pas eu trop d'idées de l'utilisation de la vidéo. On peut imaginer les IA PJ qui aussi utiliseraient la vidéo pour animer le personnage. Alors je reviens encore sur des IA MJ qui maîtriseraient des parties de jeux de rôle. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer, merci Carlos, que bah oui, tu mets ça dans la partie prospective, mais ça existe déjà. Bah regarde. Et puis en fait, il me montre une vidéo sur YouTube, et c'est en fait 4 personnes qui ont en fait décidé de tester ChatGPT 4. Et ces 4 personnes qu'on voit là, c'est une capture d'écran de la vidéo. On voit le MJ, ben c'est ce carré noir, cette grande tablette là, avec laquelle ils interagissent. Donc, ils lui demandent à ChatGPT d'être leur meneur de jeu, de jouer dans D&D 5, dans Forgotten Realms, je crois. Forgotten Realms, ouais. Et puis voilà, ça commence. Donc, je vous recommande d'aller voir. Je vous recommande aussi de tester. En ayant vu cette vidéo, j'ai aussi testé en anglais avec du D&D. Il connaît encore assez bien D&D. Après, j'ai testé en français avec du Maléfice. Il connaît tout à coup beaucoup moins bien. J'ai testé avec une totale impro de la part de ChatGPT. J'ai testé en le donnant un scénario Maléfice. Voilà, donc si ça vous intéresse, je peux vous raconter ça. Bon, ça donnera une table ronde un peu ma vie. Ça peut être cosy, je ne sais pas si ça va être intéressant. Mais voilà, je vous recommande de tester. Et puis en fait, dès que vous dites à YouTube que ça vous intéresse, ben tout à coup, il vous propose plein de trucs. Hein. Donc ça, c'est encore une IA. Et ChatGPT comme IA MJ. Alors en anglais, il y a plein de vidéos avec plein de conseils. Hein. Là, le premier. Est-ce que l'IA peut mener une partie de D&D de bout en bout? La deuxième personne, là, il vous propose des prompts pour Donjons et Dragons. Dans les prompts, c'est quoi écrire ou quoi dire en premier pour paramétrer l'IA. Ensuite, là, il y a 3 raisons pourquoi utiliser ChatGPT. Et puis le dernier, là, j'ai fait que ChatGPT était le game master le plus deadliest, le plus meurtrier. Merci. Donc voilà, il y a plein de ressources, mais surtout en anglais. Ensuite, pour en revenir à ce sondage prospectif, alors est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques, des nouveaux dispositifs? Alors évidemment, l'IAMJ, ça c'est carrément un nouveau dispositif, parce que là, il faut amener l'ordinateur à la table de jeu, quoi. Hein. D'autres idées qui sont arrivées dans le sondage, c'est que par exemple les game designers prennent l'IA pour l'intégrer au jeu. Peut-être on peut inclure l'IA dans les mécanismes de jeu. Ce genre de choses. Certains ont mentionné des formes hybrides possibles entre le jeu de rôle, les VTT, Virtual Tabletop, à la Roll20 et autres, et le jeu vidéo. Hein. Je pense qu'on va parler des jeux vidéo, on pourrait imaginer des jeux vidéo à monde ouvert. Et ce qu'on a aussi mentionné, c'est que en fait, l'IA nous permet de créer tellement d'aides de jeu, des illustrations, des textes, que peut-être on va avoir à un moment une surdose, et puis que peut-être on va revenir en arrière. Et jouer un peu plus simplement. Toujours sur ce sondage, évolution prévue par les personnes qui ont répondu. Alors voilà, donc des IA co-MJ pour les règles. Les répondants pensent que ça va venir assez vite. Pour les scénarios complexes, on s'approche déjà des 50%. L'IA MJ, moitié-moitié, alors qu'on voit que ChatGPT fait ses débuts là-dedans. Je vous conseille d'essayer, hein, c'est très rigolo. Oui, il y a des problèmes. Oui, à bout d'un moment, ça va un peu partir dans le décor, mais c'est assez bluffant. Des IAPJ, non, pas vraiment. Voilà. Mais ça, c'est ce que les personnes dans ce questionnaire prévoient. Et ensuite, ici, on a en fait qu'est-ce qui intéresse vraiment les personnes ayant répondu au sondage. Alors, si je reviens et si je compare les deux, ça, c'est ce que les gens prévoient qui va venir, et ça, c'est ce qu'ils prévoient d'essayer. Au moins de tester. On voit que les barres sont beaucoup moins longues.
et elles sont en dessous de 50%. Donc si je reprends IA-MJ, là on est à un tiers, même pas. Alors, en conclusion, l'IA est en train de redéfinir le monde des jeux de rôle sur table, offrant de nouvelles possibilités pour la génération de contenu, l'amélioration de l'accessibilité et la personnalisation des expériences de jeu. Bien que des défis subsistent, l'intégration harmonieuse de l'IA et de l'ingéniosité humaine pourra ouvrir la voie à une nouvelle ère du jeu de rôle, où les aventures sont plus immersives, inclusives et adaptatives que jamais. Alors là, David, tu vas me dire, bon, déjà, c'est une table ronde avec des slides, déjà, ça ne le fait pas exactement, c'est pas une table ronde standard, mais en plus, tu nous proposes une conclusion, alors qu'on vient à peine de commencer. Oui, mais en fait, ça, c'est la conclusion de ChatGPT. Ça, c'est ChatGPT qui nous donne comme conclusion, quand on lui demande un article sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde dans des jeux de rôle sur table, hein. Ça, c'était ChatGPT, mais évidemment, vous avez d'autres chats qui, eux, jouent avec des boîtes d'initiation et du papier crayon. Donc voilà un peu le survol basé sur 2 sondages des pratiques actuelles et de ce que certains rôlistes pensent de l'utilisation future de l'IA et ce que l'IA peut amener au jeu de rôle. Bon, alors, visiblement, cette table ronde n'a pas été réalisée sans trucage. Je vous propose, j'ai relevé dans ta présentation une question sur laquelle peut-être ça serait intéressant de vous entendre tous les deux. C'est la question de la frontière entre personnages joueurs et personnages non joueurs. Parce que là, il me semble que si les IA se mettent à jouer des personnages, d'un point de vue de la mécanique habituelle, du fonctionnement d'une partie, etc., ça franchit une frontière diégétique. Je viens de voilà. Et donc voilà, je voudrais vous entendre là-dessus sur la frontière qui va peut-être disparaître entre PJ et PNJ si l'IA se met à jouer des PJ. Alors, bon, déjà pour le clin d'œil, c'est qu'il faut mettre diégétique dans les colonnes de jeux de rôle, hein. Ça, c'était le clin d'œil. Quand je suis passé dans ma présentation, j'ai tout à coup aussi remarqué qu'effectivement, entre jeux de rôle entre PNJ et PJ, moi-même, j'étais pas clair. Donc, effectivement, ça commence à s'embrouiller. Reste à savoir, j'imagine que si l'IA gère un PJ, c'est qu'il gère un héros, une héroïne, quelqu'un d'important. Alors que PNJ, c'est plutôt quelqu'un auquel les héroïnes, les héros s'adressent. Mais c'est vrai que la frontière commence à devenir floue. En fait, je ne sais pas si c'est bon, le micro marche. Pour moi, en fait, un PNJ de base est joué par un maître de jeu, et si Nia commence à jouer le PNJ, il devient co-maître de jeu. Et donc, c'est un peu ce que tu mentionnais précédemment, c'est-à-dire à quel point on a besoin, ou on a envie d'avoir besoin d'IA pour nous soulager de parties sur lesquelles on n'est pas à l'aise ou sur lesquelles on n'a pas envie de prendre du temps de préparation ou d'improvisation. Et moi, c'est à ça que je pense, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des IA qui vont nous accompagner sur le développement d'un NPC, c'est non pas du côté PJ qu'il faut regarder, mais du côté maître de jeu, et c'est juste un support pour moi. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, tout le questionnaire sur lequel tu es... sur les questions que tu as posées, mais résultat, moi j'avais envie d'en rajouter des questions, mais je pense que je vais d'abord faire la présentation et on va essayer de joindre les deux bouts. Mais voilà, moi en tout cas c'est ça ma réponse sur les NPC. Alors il existe aussi certains jeux de rôle dans lesquels on peut incarner toute une troupe de personnages, avec peut-être un personnage principal et puis des personnages moins importants dans la troupe. Prenons, je sais pas, Ars Magica par exemple, et je me dis qu'on pourrait imaginer que chaque joueur, et non pas personnage joueur, chaque joueur, vienne avec son IA pour incarner ces personnages joueurs secondaires. Ça ferait certainement une partie un peu orchestre, mais ça pourrait aussi soulager le joueur d'une certaine charge narrative pendant la partie. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet élargissement du champ des possibles là, avec le passage à la dimension numérique.
Ça va être marrant autour de la table. Si chacun a son IA, chacun en mode vocal, il va y avoir plein d'acteurs, entre guillemets, des vrais et des IA. Oui, c'est des choses à tester, moi je dirais. Et puis on verra après si ça nous intéresse vraiment. Je pense qu'on est au début de la chose. Et comme ces youtubeurs, je pense qu'on aura toute une période où on va tester plein de choses jusqu'à ce qu'on trouve ce qui est intéressant et qu'on fasse le tri avec ce qui l'est beaucoup moins. Alors, dernière remarque, je sais, Sam, que tu participes de temps en temps à des parties filmées, des actual play. Qu'est-ce que tu dirais de mener une partie filmée dont les joueurs, les joueuses seraient en fait des avatars gérés par des intelligences artificielles? Ouais, Par exemple, si tu n'as pas d'amis à inviter, tu peux quand même créer un actual play. Ouais, donc l'IA, voilà, vous n'avez pas d'amis. Dommage pour vous. Vous pouvez effectivement avoir ChatGPT qui vous fait justement le meneur de jeu, puis vous pouvez jouer en solo. C'est probablement on a deux réponses dans cette direction-là. Bon, vous n'allez pas vous faire des amis non plus. C'est plutôt mieux d'aller dans un club ou en convention. Mais pour un actual play, voir des IA jouer, je crois que ça perd quand même un peu. Ça perd quand même un peu son intérêt, quoi, parce que aussi les joueuses, les joueurs, les meneuses, les meneurs qui font de l'actual play, ils sont quand même aussi pour. Ils sont un peu là. Bon, c'est pas des stars de film, hein, sans loin de là, mais ils sont quand même. Il y a quand même un côté acteur là-dedans. Alors, je vous propose de passer maintenant à la présentation de... Déjà, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Benjamin Dibling et on va parler donc des humains et des IA. Et moi, avant de parler d'IA, je voulais d'abord retracer 50 ans d'outils pour faire de la narration interactive. Alors vous allez dire pourquoi j'ai envie de retracer ça, parce qu'en fait, c'est un peu... c'est mon métier et depuis très longtemps et mon hobby. Donc qui je suis, on va le faire rapidement. Ça a été mentionné, moi j'ai travaillé dans le milieu du jeu de rôle, j'ai monté des conventions, où j'ai rencontré certains d'entre vous il y a très longtemps. J'ai monté des conventions, j'ai travaillé en boutique de jeux de rôle, et j'ai commencé à aider à traduire des livres, j'ai fait de la relecture, et je suis devenu auteur de jeux de rôle, donc j'ai écrit quelques trucs, j'ai travaillé pour Crime, pour Valérian, pour Mud, dans le supplément qui sort cette année, Cthulhu no Kami qui sort cette année, un supplément Fate Forge, Tales from the Loop, j'ai pas mis Vermine, j'ai pas mis d'autres choses, mais voilà, j'ai fait quelques trucs, et j'ai aussi fait un travail de directeur artistique sur la gamme notamment de Dragon, et généralement j'essaye d'être directeur artistique sur les scénarios que j'écris. J'ai aussi cofondé Let's Roll, dans lequel je suis plus impliqué aujourd'hui, mais au lancement de la plateforme. Donc c'est un VTT, Virtual Tabletop, comme Roll20 pour ceux qui connaissent. Donc on a lancé ça en 2020. Donc ça tombait plutôt bien, malheureusement. Et ça, c'est ce que je fais à côté. Depuis que je suis tout petit, voilà, je pratique le jeu de rôle d'amateur à professionnel. Mais mon vrai métier aujourd'hui, c'est je travaille dans le jeu vidéo après une carrière dans le cinéma. J'ai une spécialité dans la motion capture et j'ai notamment supervisé pas mal de tournages pour des jeux vidéo, pour des trailers de jeux vidéo, des séries. Notamment tout à l'heure on a parlé de Baldur's Gate 3, j'ai travaillé sur le trailer d'annoncement, le story trailer, travaillé sur des films comme Final Fantasy Kingslave, j'ai notamment travaillé sur Elden Ring, dont le DLC est sorti aujourd'hui et je devrais être en train de jouer, mais je suis très content quand même d'être là. Mais j'aimerais beaucoup être aussi chez moi à jouer au DLC. Donc je suis superviseur de tournage, ça veut dire travailler notamment sur pour que le tournage se passe bien. Et le vrai cœur de mon métier qui est réalisateur, ou en anglais on dit shooting director, qui est un mot qui me plaît beaucoup plus parce que director ça veut indiquer une direction, réalisateur il y a quelque chose de créateur
que j'aime moins, et on va en parler avec les IA, c'est pour ça que je parle 2 secondes de ça. Un directeur, c'est pas quelqu'un qui a un trait de génie dans chacun des domaines, il est plutôt bien accompagné, et il va essayer de donner des thématiques et une direction. Et je trouve que le mot anglais est beaucoup plus humble que le mot français. Et moi, j'ai fait une partie de mes études en Australie, où j'ai travaillé notamment pour la Fox, et j'ai beaucoup aimé l'esprit anglo-saxon là-bas. Donc j'ai fait un certain nombre de jeux vidéo. J'ai travaillé sur Detroit Become Human en tant que réalisateur. J'ai fait des clips, j'ai fait des courts-métrages. Et récemment, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle Under the Waves, qui est sorti il y a 1 an, je crois. Et je travaille actuellement donc, sur un jeu vidéo qui s'appelle Star Wars Eclipse, où vous pouvez aller voir la bande-annonce que j'ai vue trop de fois, donc on ne la regardera pas. Donc ça, c'est rapidement qui je suis. Pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est parce que ça m'a permis d'avoir un panel assez large d'expériences sur la narration interactive, que ce soit le jeu de rôle, que ce soit le théâtre immersif, qui est une énorme passion pour moi, et le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est un espèce d'accélérateur de particules en termes de narration interactive. Pour un truc tout bête, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, oh le lapsus. Et que, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'argent? On crée des écoles. Et quand on crée des écoles, il commence à avoir beaucoup de documents, beaucoup de réflexions, des livres, des gens qui se réunissent, des gens qui réfléchissent. Exactement ce qui se passe aujourd'hui pour le jeu de rôle 50 ans plus tard, mais le jeu vidéo, vu qu'il y a un besoin vis-à-vis du nombre de personnes qui jouent et de personnes qui achètent, de créer et de solliciter de nouvelles idées. On est constamment à la recherche de comment on suscite de l'émotion. Et on en parlera encore une fois après en parlant d'IA. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui une histoire interactive et pourquoi on a besoin ou pas d'IA pour le faire? Pour ça, il faudrait déjà définir qu'est-ce que c'est une histoire interactive. Alors j'ai prévu beaucoup trop long, à n'importe quel moment tu me fais ça et j'arrête de parler. On va essayer d'ailleurs, je suis désolé, j'irai un peu vite sur certains slides, mais qu'est-ce que c'est un récit interactif et pourquoi on a besoin d'un récit interactif comparé à un récit linéaire? Un récit linéaire, c'est un film, un livre, il y a un début, un milieu, une fin. Et pourquoi d'un seul coup on s'est mis à faire des récits interactifs? Pour plein de raisons, notamment pour être actif dans le média. Si moi je vous raconte un film, c'est cool. Si je vous propose de le vivre, c'est cool aussi, c'est une autre expérience. Et parfois plus sympathique. Il y a aussi une manière d'offrir une histoire, parce que qui dit un média interactif, c'est tout simplement une proposition de se réapproprier l'histoire et de vivre les thématiques. Moi, si vous lisez un livre, par exemple, sur l'écologie, on en parlait avec l'impact de l'IA sur l'écologie, et si je vous propose de faire une partie de jeu de rôle où vous allez jouer une attaque d'un pétrolier par un groupe d'éco-terroristes, je pense que vous n'allez pas avoir le même biais cognitif d'apprentissage. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, je dis juste que c'est 2 manières de transmettre. Donc on a commencé à créer des récits interactifs pour proposer une appropriation de l'histoire et des thématiques. Ça permet aussi d'avoir des nouvelles histoires. C'est-à-dire qu'à la place de vous dire c'est l'histoire d'un chevalier qui a tué un dragon, je vais plutôt vous poser la question de c'est l'histoire d'un chevalier qui se pose beaucoup de questions sur son courage et qui se demande s'il va être capable de tuer ou pas un dragon. Et donc on va poser des questions et non pas poser une phrase. Généralement d'ailleurs c'est comme ça qu'on résume un récit interactif. Et aussi ça permet de faire un truc qui est archi primaire et qu'on aime tous, qui est jouer. Mais vous l'avez déjà lu normalement, parce que ça défile. Normalement, j'allais vous parler du rôle d'un narrative designer. Un narrative designer, je vous le fais en 2 mots, c'est quelqu'un qui va aider à construire un récit interactif et qui aujourd'hui, pour moi, ne peut pas encore être remplacé par une IA parce qu'il y a besoin de comprendre beaucoup de choses qu'une IA n'est aujourd'hui pas encore capable de faire. Et on a besoin d'un récit interactif pour plein de projets. On a évidemment le jeu de rôle, on a aussi les livres dont vous êtes le héros, dont certains qui ont plus de 40 ans ont peut-être été bercés. Faire du jeu vidéo évidemment, mais il y a aussi le théâtre interactif et immersif qui prend une énorme place, alors non pas en France, un petit peu à Paris, mais beaucoup en Angleterre et à New York, et d'autres choses, par exemple il y a des expositions interactives, des concerts et une série, je pense que certains ont vu Bandersnatch de Black Mirror,
qui est un épisode interactif de Netflix. Mais quand on commence à écrire un récit interactif, on a besoin de plein d'outils. Et à travers en fait 50 ans de jeux de rôle et pas loin de jeux vidéo, on a commencé à séparer en 4 grandes catégories les jeux vidéo. Alors il y en a d'autres, il y a les serious games, ouais, mais il y a 4 grandes familles là où on a besoin de narration interactive et où on peut se poser la question d'un support en IA, parce que quand on parle d'IA générative aujourd'hui. Donc juste pour clairement faire la différence, l'IA, le jeu vidéo, ça fait des années qu'on en utilise, que le monde de l'animation l'utilise. On n'en a jamais parlé, on n'a jamais fait des colloques d'ailleurs dessus, ni des tables rondes. Ben, il y en a eu, mais plus pour parler de ah bon, c'est quoi la manière de l'optimiser. Aujourd'hui, pourquoi on se pose des questions sur l'IA? C'est parce qu'elle peut générer, elle peut créer des images, elle peut créer des histoires, et elle arrive dans des domaines créatifs. Mais avant, elle était dans des domaines de soutien. Donc ça fait très longtemps que le jeu vidéo utilise l'IA. Par exemple, votre personnage dans le background qui se déplace, c'est une IA. Hein. Donc depuis très très longtemps. Juste en fait, on lui a mis un groupe d'animation et on lui a dit bah, déplace-toi. Et on n'a pas dit il faut d'abord que tu fasses ça, puis ça, puis ça. On laissait la machine prendre des décisions. C'est juste qu'aujourd'hui, la machine, elle calcule un poil plus vite. Alors, il y a eu beaucoup d'outils. Je vais les sauter malheureusement parce que on n'a pas. Je pense qu'on va se noyer ou sinon. Mais juste pour vous dire, il y a 4 grandes familles de récits interactifs. Il y a la quête de puissance, c'est Donjons et Dragons. Par excellence, on vient de passer un niveau. Le premier truc qu'on fait, c'est on regarde quel est on utilise des nouveaux outils et on regarde c'est quoi notre prochain niveau. Évidemment, il y a tout un tas d'outils qu'on doit aussi mettre en place pour cette quête de puissance. Il y a des jeux vidéo qui l'ont fait aussi, le hack and slash comme Diablo. Il y a des jeux de survie avec des outils. Et quand je dis outils, c'est juste pas de la narration. Faut vraiment séparer ça. Parce que je peux vous raconter une histoire interactive avec de la survie sans qu'il y ait d'outils narratifs. Dans Donjons et Dragons, globalement, si vous regardez la feuille de personnage, 80% de la feuille de personnage tourne autour du combat. Si je veux faire un scénario d'enquête dans Donjons et Dragons, avec le système de Donjons et Dragons, je peux. C'est juste qu'il y a une grosse partie du système qui ne va pas m'orienter vers ça. Alors qu'il y a d'autres jeux, je pense à Crime notamment, mais d'autres jeux vont orienter le système pour qu'on puisse enquêter et non pas avoir un système de combat très développé. Donc c'est comme ça qu'on sépare l'outil et l'histoire. Évidemment, je peux faire un scénario d'enquête dans Donjons et Dragons, mais c'est juste que Donjons et Dragons est un jeu qui ne fournit pas spécialement les outils pour ça, ou pour faire de la survie, parce qu'il n'y a pas un gros système de ce qu'on appelle le crafting ou de gestion de ressources. Un système développé, par exemple Don't Starve, qui est un jeu vidéo qui le gère très bien, Vermine 2047, le jeu aussi, le jeu de rôle, The War of Mine que je conseille aussi. Il y a de l'exploration, on va y revenir, et il y a de l'enquête. Ça, c'est les 4 grandes catégories aujourd'hui de narration interactive. Et quand je les ai répertoriées, je me suis posé la question de l'IA là-dedans. Et ça m'a fait rire parce que moi j'utilise l'IA au travail, hein. J'ai Copilote, donc c'est ChatGPT pour relire mes mails, etc. J'utilise quelque chose qui s'appelle Coconut qui vient d'être développé et qu'on m'a montré il n'y a pas longtemps, qui résume toutes les réunions. Vous mettez lecture, là si on l'avait mis, à la fin il me donne un résumé par chapitre avec qui a parlé. Et c'est absolument fascinant. Mais aujourd'hui j'utilise l'IA comme support, c'est-à-dire on pourrait l'associer à un assistant ou à une certaine tâche de production. Et dans le cadre personnel, j'utilise l'IA pour faire des images de mes PNJ, des résumés des parties, parce que je trouve ça pratique. Je lui dis tiens, il s'est passé ça, 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 tu peux me l'écrire dans ce style-là, puis je l'envoie à mes joueurs. Ça me fait gagner du temps. Ok, alors on en est à la partie 2, j'ai 7 parties, je vous promets que je ne vous fais pas les 7. L'idée c'était aussi de vous montrer que en fait, en fonction de l'outil, il y a des outils physiques dans le jeu de rôle. Je pense notamment évidemment au dé, au D6, aux cartes. Mais dans les narrations interactives, il y a d'autres outils. Il y a la manette, il y a le téléphone
qu'on pouvait utiliser pour jouer à Snake il y a longtemps, ou la télécommande, pour ceux qui ont découvert certains jeux vidéo old school qui avaient inscrits dans des télés. Donc on utilisait sa télécommande, mais on peut aussi l'utiliser pour jouer à Bandersnatch, la série Netflix. Et Netflix, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui Netflix est un des plus gros, est dans le développement de gros jeux vidéo, lance beaucoup de développement de jeux vidéo, donc on peut se poser des questions sur à quoi va ressembler le jeu vidéo demain et la narration interactive, parce qu'ils y réfléchissent beaucoup comme un gros studio de jeux vidéo. Donc Bandersnatch était peut-être juste un essai. Il y a aussi des outils créatifs aujourd'hui auxquels on a quand on fait un récit de narration interactif. Alors le gameplay, donc c'est la manière de jouer. Il y a évidemment le scénario, qui est un outil auquel on a accès. Généralement, c'est le maître de jeu. Le gameplay, c'est l'auteur du jeu qui l'a proposé. Il y a ce qu'on appelle la DA, c'est la direction artistique. Évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure dans les excellentes présentations, on a vu 40 ans d'histoire de la musique. On a aussi au passage, on voyait les anciennes illustrations et les nouvelles illustrations, aussi sur le creature design. On a vu une évolution de la direction artistique, de la qualité des images. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des choix de direction artistique très appuyés. Aujourd'hui, on voit une image de Hollywood et une image de la nouvelle édition de Donjons et Dragons. Ça raconte pas la même chose. Même les éditions de Donjons et Dragons racontent pas la même chose. Elles transportent des thématiques. Et aujourd'hui, expliquer à une IA ces thématiques et lui demander que ça transpire dans une illustration, aujourd'hui, elle n'en est pas capable non plus. Et je vous assure, j'essaye tous les jours. Donc il y a ça, il y a la direction artistique, il y a la caméra et la lumière lorsqu'on est dans du jeu vidéo. Lorsque c'est du théâtre, on enlève la caméra. Lorsque c'est du jeu de rôle, on enlève la caméra et potentiellement la lumière. Il y a les sons et la musique. Alors tout à l'heure, il y avait une question sur séparer l'environnement sonore et la musique. Nous, dans le cinéma et le jeu vidéo, on considère diégétique ou extra-diégétique, tout simplement. Et une musique peut être intra-diégétique, comme dans Tales from the Loop, où les gamins écoutent Walkman du Iron Maiden, ou extra-diégétique, parce que juste le maître de jeu, il a voulu mettre ça. Donc ça, c'est des outils auxquels on a accès. Évidemment, il y a le montage, alors c'est le rythme, et je peux vous assurer qu'en partie de jeu de rôle, on peut le faire. Il y a un groupe de joueurs qui a une super idée pour infiltrer un camp. Ils sont en train de parler depuis 5 minutes. Vous avez envie d'avancer vite. Vous dites OK, cut. Finalement, vous avez réussi à vous infiltrer dans le camp. Vous êtes fait attraper. Toi, tu as un flingue sur la tête. Qu'est-ce que vous faites? Et ça, c'est des cuts qui sont complètement possibles, que j'utilisais régulièrement dans Hollow Earth Expedition, qui est un jeu pulp à la Indiana Jones. Utiliser des outils de dot media, notamment, c'est une bonne idée. Et le casting, alors le casting, c'est un outil particulier, parce que quand vous réunissez votre groupe de potes, vous faites un casting des fois un peu forcé. Des fois, c'est juste les 4 amis qu'on avait, parce qu'on n'avait pas des IA pour jouer. Mais des fois, on se dit, je vais faire un one-shot de ça, et je vais peut-être pas prendre lui, parce que c'est pas des thématiques qui lui parlent, ou on va être beaucoup plus dans l'interaction, donc on va aller prendre ça. Et aujourd'hui, personnaliser une IA, alors moi, c'est des tests que je fais, et je vous invite à regarder la conférence Apple qu'il y a eu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'est la semaine dernière, sur l'intelligence artificielle. Alors ils sont très forts, ils ont appelé ça l'intelligence Apple. Ils sont vraiment très très forts. Et en fait, on vous présente l'avenir de ça. Et c'est Her, le film. C'est vraiment ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir choisir la personnalité, vous allez pouvoir choisir à quoi ça va être utile. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des gens autour de moi qui utilisent l'IA. Tous les lundis matins, ils ont un résumé de l'IA qui check les 2 derniers mois les mails et qui lui dit « Tiens, il y a 3 semaines, tu as mentionné ça, ça tombe cette semaine, il faut que tu le gères en urgence. » Et je pense que l'avenir de l'IA, ça peut être en jeu de rôle, ça peut être par exemple enregistrer les parties et avoir un résumé la fois d'après en disant « Tiens, n'oublie pas, ça fait 4 fois que tu mentionnes ça, peut-être que ce serait bien que tu, effectivement, que tu le fasses. Ça fait 5 fois que tu mentionnes une éclipse, où il y a 10 parties, tu as mentionné ça, tu as peut-être oublié, mais la revoilà. » Et ça, je pense que ça fait partie des utilisations futures de l'IA, parce que enregistrer une partie
la finir, avoir un résumé, envoyer à sa partie, ça, aujourd'hui, c'est possible. Hein. Donc, c'est même pas l'avenir de l'IA. Lui demander c'est quoi les gros événements de ces 15 derniers résumés, il va pouvoir le faire. Et donc, en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir des outils d'IA de plus en plus développés. Et je pense que, vu que ça apprend très vite, vous pourrez potentiellement lui dire, écoute, fais-moi, après 30 parties, fais-moi la 31e partie et écris-la moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Et vous allez pouvoir voir des idées naître. Et donc c'est pour ça que dans les différents outils, juste en dessous, je pense que bientôt il y aura marqué IA. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, alors une IA c'est politique, hein, qu'on le veuille ou non. Malheureusement ça nous dépasse. Aujourd'hui je ne pense pas qu'à 70 on va pouvoir réussir à renverser la bataille. Je pense qu'il faut plutôt essayer de le comprendre, et c'est à ça que doit servir cette table ronde, je pense. Essayer de la comprendre, essayer de voir l'utilisation qu'on peut en avoir. Et je pense sincèrement que c'est un outil qui est déjà développé. Hein. C'est juste que les gens ne l'utilisent pas. Alors la direction artistique et l'IA, c'est un sujet qui, moi, évidemment, archi important. On va, je pense, le passer rapidement. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des jeux en 8 bits pour ce type Super Mario. Il y a une résurgence, merci, de la 3D moche. Il y a une excellente vidéo de Game Next Door qui en parlait, qui est sortie la semaine dernière. Mais la 3D moche revient, donc tout ce qu'il y avait sur PlayStation, vous savez, vraiment avec les polygones, etc. Et il répond très bien à la question, donc je vous envoie là-bas, mais regardez sa vidéo. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de faire à la fois du pixel art et à la fois de l'ultra-réaliste, comme on a vu tout à l'heure. Et la question de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi, c'est une bonne question. Et aujourd'hui, questionner une IA et lui demander de faire du pixel art ou de l'ultra-réaliste, c'est un travail de directeur artistique. Et jamais, je l'espère, l'IA se dira j'ai envie de faire un jeu type Lovecraftien qui va parler de l'indicible et je vais le faire en pixel art. Jamais, pour l'instant, l'IA n'est pas prévue pour avoir ce recul et créer ce contraste. Et la direction artistique, c'est soit du contraste, soit de l'embrasement de thématiques. Et il y a un jeu qui s'appelle The Last Door, qui est fait par un studio espagnol qui s'appelle Game Kitchen, qui est incroyable parce que c'est toutes les thématiques de Lovecraft et d'Edgar Allan Poe, mais en pixel art, et ça réussit à me créer de l'angoisse, alors que de base, c'est pas du tout une direction artistique qu'on aurait pris logiquement. Alors, normalement, je suis censé vous parler de qu'est-ce que c'est une direction artistique, mais voilà, j'espère que vous l'avez bien compris. On peut faire du Pixar, et un même studio peut faire différentes directions artistiques, tout en gardant une ligne éditoriale. Moi, j'avais été très marqué à l'époque par Animatrix, qui est une série de courts-métrages qui était sortie entre Matrix 1 et Matrix 2, qui est obligatoire à voir une fois dans sa vie. C'est comment une même thématique peut avoir plein de directions artistiques différentes. Vous l'avez vu, hein. On a quand même 4 DA complètement différentes. Le travail de la DA, c'est aussi la réflexion sur la forme et les couleurs. Alors, les rois de ça, c'est Pixar et évidemment Disney. Aujourd'hui, par exemple, une IA, elle n'a pas cette réflexion de se dire, par exemple, j'ai envie que mon personnage... si je vous dis Aladdin et Jafar et que vous n'avez jamais vu Aladdin, je vous dis, il y en a un des deux, c'est un gentil et l'autre, c'est un méchant. Aladdin et Jafar, il y a un indice dans le nom. Vraiment, je vous assure, j'ai fait ce test et c'est vrai. Et globalement, le mot, c'est pour ça qu'il y a des adaptations de noms en fonction des pays, mais le mot Jafar et génie donne un indice monstrueux. Et la forme et la couleur, c'est exactement la même chose. Avoir Jafar avec ses pointes et avoir Aladdin qui est tout en rondeur et le sultan qui est encore plus en rondeur, ça, vous vouliez ou non, c'est ça, dans votre cerveau vous avez un keyword automatique sur qui c'est. Aujourd'hui, l'IA a un style. Je ne sais pas si vous avez vu j'espère les premières images d'IA qui étaient complètement cheloues. On aurait dit pour le coup, on aurait dit des images de Lovecraft avec tous ces trucs bizarres d'un seul coup, les épaules avec des yeux au milieu.
Maintenant, l'IA, c'est très marrant, tout à l'heure, le texte que tu as mis, j'ai tout de suite capté que c'était de l'IA. Et même en écriture, aujourd'hui, on le sent. Mais je pense que dans quelques semaines, ou avec un peu de triche, on peut le cacher. Mais ça, aujourd'hui, les IA, ils n'arrivent pas à avoir ce travail qu'un directeur artistique arrive à avoir, ou avoir une idée géniale qui est dans les Invisible, qui est tout simplement ce personnage en haut à gauche qui passe quasiment tout le film avec les cheveux devant les yeux et qui a un petit triangle qui représente la peur et ce rond qui est amical. Bah, tout simplement, ce rond, son visage est extrêmement rond, il est caché par un petit triangle pendant tout le film jusqu'à ce qu'elle s'émancipe et que son visage et qu'elle s'attache les cheveux. Ça, aujourd'hui, le jour où Nia me le sort, je flippe. Et je prie pour que ça ne soit pas le cas. Rapidement, je vous montre un cas. Moi, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle Detroit Become Human, qui pose la question de si demain... Aujourd'hui, on a tous un téléphone. Il y a 30 ans, si je vous avais expliqué qu'on peut aller sur Internet dessus, vous m'aurez dit c'est quoi Internet. Et ben moi, Detroit Become Human part du postulat que dans 30 ans, on aura tous des androïdes, des robots chez nous qui vont faire toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Le ménage, nettoyer, aller faire les courses, potentiellement aller chercher son gamin parce qu'on a autre chose à faire. Et en fait, en réfléchissant à cette table ronde, je me suis dit, c'est marrant, c'est exactement ce que l'IA n'est pas en train de faire. Aujourd'hui, l'IA se dirige vers des trucs de génération trop cool. Alors, il y a Apple qui pense à en faire un assistant. Merci Apple, je ne pensais pas dire ça aujourd'hui. Mais l'idée même d'un assistant en IA, je trouve que l'idée est beaucoup plus intéressante, ou d'un Android, que d'avoir l'IA qui dessine et qui passe du temps à écrire. Donc nous, lorsqu'on a décidé de questionner qu'est-ce que c'est l'humanité, qu'est-ce qu'on a fait comme direction artistique? On a fait une direction artistique la plus réaliste possible. Donc ça, c'est un personnage humain qui est absolument génial et React, anti-Android, et qui va évidemment apprendre plein de choses. On a travaillé évidemment les décors et la lumière là-dessus. Il y a un autre outil dans la direction artistique qui est la caméra et la lumière. Avoir le sens du cadre, aujourd'hui, l'IA ne l'a pas. C'est une bonne nouvelle. Le cadre, le montage, parce qu'en fait, le cadre et le montage, c'est un élément qui évolue au fur et à mesure du temps et qui marque une époque. Et qu'est-ce qui marque une époque? C'est des gens qui réfléchissent à c'est quoi le cadre de demain, c'est quoi le mouvement d'une caméra de demain, c'est quoi la réflexion sur la lumière. On l'a vu avec les 2 Blade Runner dont on va parler dans 5 secondes. Mais juste avoir par exemple ce mouvement absolument dingue de ce personnage qui part au milieu de cet encadreur de porte, qui marque clairement une époque du cinéma du western, la fin de l'ère du western. C'est une vraie réflexion absolument métaphorique par le cadre, l'image, le fait que la caméra reste à l'intérieur de la maison. Le film représente un des derniers westerns qui a été tourné dans le à Hollywood. Et je trouve ça fascinant en fait de se dire que ça, c'est une vraie réflexion sur c'est quoi l'outil de la caméra. Aujourd'hui, si vous demandez à une IA un type de plan, elle va vous fournir le type de plan, mais jamais elle donnera le recul et la profondeur sur le sujet qu'elle est en train de traiter. Et la caméra, c'est un point de vue. Ça, c'est un vieux jeu vidéo que ceux qui ont dit qu'il y avait plus de 40 ans ont testé. Et donc, c'est Zelda. C'est le premier Zelda. J'espère que tout le monde l'avait. C'est un jeu qui va parler d'aventure et d'exploration. Et en fait, la caméra, elle est en haut. Et en haut, qu'est-ce que ça vous donne? Là, on regarde, il y a 4 possibilités, on est d'accord. Hein. Si on était dans un... Imaginez, c'est la première fois que vous lancez votre console, vous êtes en Noël, on va dire Noël 93, qui est mon cas à moi, et j'ai 4 options. Instinctivement, où est-ce que vous iriez? Et en fait, logiquement, 90% des gens ils vont vers ce petit carré noir. Déjà, pourquoi? Parce que c'est le seul. Donc avant d'aller explorer les 3 chemins, on fait celui qui est le seul.
Et on a des stats maintenant sur les nouvelles versions. C'est ce que font 99,9999% des joueurs. Ils vont là, ils rentrent dedans, ils ont une épée, ils ressortent, on lui dit vas-y, maintenant on va explorer le monde. Et d'après vous, où est-ce qu'on va après? Vous irez à droite, toi tu vas tout droit. Bah, globalement, tu fais partie des stats, c'est que globalement on va en haut. Mais alors pour un truc tout bête, c'est que c'est un gros passage. Et les deux autres, c'est des petits passages. Donc là, en fait, j'ai réussi, ça s'appelle du level design, ça s'appelle du travail de caméra, et en même temps, le fait que vous ayez plusieurs choix, ça va ancrer la thématique de l'aventure et de l'exploration. Et ben, j'ai essayé de faire sur Midjourney, alors j'aurais dû l'amener, j'ai essayé de faire sur Midjourney en lui donnant tout ça comme information. Je lui ai dit, écoute, j'ai ça comme prompt, donc je suis allé sur ChatGPT, je lui ai dit, crée-moi un prompt pour le premier niveau d'un jeu vu de haut qui parle d'exploration, etc. Il m'a créé un prompt, je suis arrivé, ben, c'était un cauchemar. Il n'y avait absolument pas les idées, il n'y avait absolument pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IA, elle en est là. L'IA, elle en est sur un outil d'assistanat. Bon, normalement, je vous parle de Zelda 2, mais on va le sauter. Je vous parle de l'arrivée de la 3D, on va le sauter aussi, et du premier cas au moment où on mettait la caméra à un endroit, parce que je voudrais arriver à un truc qui est assez important sur la direction artistique. C'est qu'aujourd'hui, la direction artistique, elle doit avoir une constance, elle doit avoir du contraste, elle doit avoir une réflexion, et aujourd'hui, c'est possible de l'homogénéiser si on a quelqu'un qui est capable de parler à la machine, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, même si elle a le remplacement d'illustrateur, il n'y a pas le remplacement de directeur artistique et de gens qui ont une vision. Et c'est même... ça, c'est des documents de travail personnel sur D3. Il y a la même réflexion sur le cadre, la lumière, la composition, comment on doit travailler, par exemple, 3 personnages différents, donc, parce qu'on suit 3 personnages différents sur les lignes. J'ai pareil, encore une fois, j'ai essayé de m'amuser avec Midjourney pour voir s'il était capable de le faire, ou si ChatGPT, si je lui dis, écoute, j'ai ça comme personnage, est-ce que tu peux me faire une proposition? Et honnêtement, c'était nul. C'était vraiment nul. Alors qu'aujourd'hui, ChatGPT, Copilot, quand je lui demande de corriger mon mail en anglais, bah, ça défonce. Et le mail, il est 1000 fois mieux, il pense à corriger des choses, etc. Et donc aujourd'hui, je pense, je vous montre tous ces outils parce qu'aujourd'hui, je pense que l'avenir, moi, du jeu de rôle est assez serein. Parce qu'il y a quelque chose que le maître de jeu... Alors, je ne parle pas de l'édition, hein, je parle du moment où on est autour de la table à jeter des dés. Je pense qu'il y a des choses qui ne pourront jamais être remplacées, qui est que les VTT ont... Alors, évidemment, moi, les VTT, j'en ai mangé. Mais aujourd'hui, je pense que le moment où on est tous autour de la table et on va jeter des dés, il va perdurer pendant très 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 longtemps. Et peut-être qu'il y aura des assistants, peut-être qu'il y aura des gens qui vont faire des jets de dés, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous rappeler les règles, qui vont nous faire des résumés, qui vont faire des propositions d'idées pour plus tard. Mais pour l'instant, en termes d'improvisation, parce que j'ai fait aussi une partie de Donjons et Dragons avec ChatGPT, je me suis marré. En termes d'improvisation, en fait, c'est très convenu. Il y a pas toutes ces idées-là. On en a 45 sur 89, je vous ai montré que la moitié, mais j'aurais bien aimé vous montrer le reste. Mais je pense qu'on va passer aux questions au bout d'un moment quand même. On a encore 5 minutes. Ça fait 17 secondes par slide, c'est jouable. Non mais aujourd'hui, par exemple, je pense que l'assistanat par une IA sur une partie de jeu de rôle, moi j'y crois beaucoup. Je pense vraiment que ça va arriver de manière très simple, très fluide. Moi, c'est arrivé ces 5 derniers mois. Je fais tous les portraits de mes PNJ avec une IA. C'est un bonheur. Et jamais de la vie, et ça me rend triste. Et je suis premier à aller travailler avec des illustrateurs dès que je peux, tout le temps d'ailleurs. Mais par contre, dans le cadre personnel, vu que j'ai énormément de PNJ, j'utilise ça. Alors j'utilise ça et je vais aussi sur Pinterest, mais quand on ne trouve pas ce qu'on veut sur Pinterest, ça nous permet de faire des choses avec un coup de Photoshop, voilà. Et ça permet d'avoir aussi une cohérence. Alors ce qui est marrant, c'est que je retouche beaucoup d'images. Il y a un truc aussi que je voulais vous mentionner sur la direction artistique et sur l'illustration. Pendant très 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 longtemps, les illustrateurs étaient en tradi, c'est-à-dire qu'ils dessinaient, ils scannaient,
et ça finissait dans un livre. L'arrivée du digital, on a commencé à faire du photobash, c'est-à-dire qu'on va récupérer des photos qu'on trouve cool, qui sont des bonnes inspirations, on les colle, on fait un collage, vraiment, imaginez, on découpe les photos, on les met ensemble, et on dessine par-dessus. Et ça, c'est une technique très répandue partout. Mais alors vraiment partout, tous les concept artistes, du jeu vidéo, de l'animation et du jeu de rôle, beaucoup, voire 90% des illustrateurs font ça. Et c'est normal, ça aide à travailler sur la perspective, ça aide à travailler sur les costumes, ça aide à travailler sur la lumière. Et donc en fait, c'est comme si on crée par-dessus un calque. Et je pense que l'IA aujourd'hui est déjà utilisée à de nombreux endroits pour la même chose. C'est-à-dire on génère de la texture, on va lui demander un type de lumière, un type de personnage. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose en termes de pillage, d'aller chercher d'autres artistes en référence, de les mettre derrière et de dessiner par-dessus, que de générer une image par IA, de le mettre derrière et d'illustrer par-dessus. Tant que ce travail-là d'illustration existe, on continue à illustrer. Pour donner un autre exemple, je m'interdis de faire traduire mes mails français en anglais par une IA. Par contre, je lui demande de corriger mon mail en anglais. C'est absolument pas la même réflexion. J'ai quand même fait de l'effort d'écrire mon mail en anglais et donc de continuer à progresser en anglais. Et ça, aujourd'hui, ça passe par l'éducation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des écoles, alors je ne vais pas taper sur les écoles, en plus, c'est pas tout à fait le bon cadre, mais aujourd'hui, il y a des écoles qui enseignent l'IA et ça me paraît aujourd'hui dangereux parce qu'en fait, je pense qu'il faut plutôt apprendre l'éthique autour de l'IA et de la construction de comment doit être l'IA de demain, plutôt que sur qu'est-ce que c'est, comment faire un bon un travail de directeur artistique avec de l'IA de génération. Je peux arrêter à ce slide, et puis pendant ce temps, je passerai les slides. Ça, c'est Blade Runner, par exemple. C'est vraiment le code barre de Blade Runner. Je regarde juste si j'ai pas un truc important. J'allais parler de musique, mais ça a été extrêmement bien abordé juste avant. Moi, je vais m'arrêter là. Alors, je te remercie pour cette transition trouvée avec mes questions, puisque parmi les rôlistes historiques et bien connus, il y a notamment la directrice d'une école qui porte un numéro, je ne citerai pas aujourd'hui, mais qui s'intéresse aussi à ces questions d'éthique et d'intelligence artificielle. J'ai remarqué que tu as dit de nombreuses fois, jusqu'ici, pour le moment, l'intelligence artificielle n'a pas cette capacité-là. Si elle l'a, je flippe. Et tu as même avoué que tu t'es rassuré en testant pour vérifier si c'était le cas ou pas. Je voulais savoir combien d'années il te reste à travailler avant la retraite. Si toutefois la retraite alors, dans 115 jours, bien sûr. Quand je disais que je flippais, moi, alors je flippe pas pour moi, pour le coup. Je flippe pour toute la génération qui arrive et qui va être en concurrence avec des IA, parce que comme j'essayais de l'expliquer, aujourd'hui, poser une vision, c'est le travail d'un directeur de département, d'un directeur artistique, d'un creative director, d'un sound director, d'un cinématique director, narrative director, peu importe, donc pour tous les sujets qu'on a abordés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas niveler un moment vers le bas parce qu'il y a, je ne sais pas moi, 10 000 dialogues entre 3 personnages à faire pour les personnages de background d'un gros MMORPG, et à la place de le passer à 3 jeunes scénaristes, eh ben on va le passer à une IA qui va nous le faire en 1 heure. Et moi j'ai plus peur pour ça que pour les gens qui vont aller poser les piliers d'une vision, etc. Parce que en fait, poser une vision, elle se crée avec une granularité qui va être, par exemple, dans des dialogues de NPC de background, on va, je pense notamment à Last of Us, il va y avoir une thématique abordée, un moment dans le background. Et c'est plus cette peur-là que j'ai, qui est, on va perdre de la profondeur dans les futures œuvres, parce qu'elle se fait, pour moi, à tous les niveaux.
et notamment dans le petit dialogue de background de NPC ou dans le travail d'une texture. Parce qu'aujourd'hui, les IA, ils font des textures de malade. Un travail de texture, de proposition de texture complètement dingue. Moi, c'est plus ça où j'ai peur. Ok. Je m'interroge aussi sur quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est-à-dire l'intégration du travail des fans dans les univers développés. Mais au niveau de ce qui sort depuis quelques semaines, quelques mois, par exemple, les vraies fausses bandes-annonces. Pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez des vrais faux passeports. Là, depuis quelques temps, il y a des vraies fausses bandes-annonces qui sont du travail qui intègrent parfois des images du film avec des images créées par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle frontière qui est en train de disparaître? Alors, en plus, c'est un sujet méga d'actualité. Moi, il faut savoir que je fais un générique pour tous mes scénarios de jeux de rôle. Je fais un générique. Généralement, j'allais récupérer des images à droite, à gauche. Je faisais un montage. Je faisais un peu de motion design. Voilà, ça faisait un super générique. J'étais content et j'avais ma génération de générique. Aujourd'hui, on peut générer de la vidéo. On n'en a pas parlé, hein, mais on peut générer de la vidéo. Vous regardez, vous trouverez. Il y a une IA notamment qui va bientôt sortir et qui a déjà montré un prototype qui est complètement dingue parce qu'en plus, elle arrive. En gros, elle crée un environnement en 3D et elle va filmer dedans. Ce qui est complètement dingue parce que ça permet d'avoir des effets de profondeur et des déplacements de caméra. Et ça, aujourd'hui, ça sort demain. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Donc on parlait des fausses bandes annonces. Moi ça me fait marrer pour être honnête. Il s'est passé un truc très drôle en plus. Littéralement hier, j'ai un des gars de mon équipe qui me dit: "Oh t'as vu, il y a un film Warcraft 2 qui vient d'être annoncé." Il me montre sur le téléphone et je lui dis: "Mais non, c'est une IA ça." Et il me dit: "Ah bon?" On regarde sur l'écran et en fait il y avait un personnage figé avec la bouche qui bougeait avec de la génération. Ils avaient récupéré la voix du personnage, il avait fait ça, et c'est vrai que le trailer marchait super bien, parce qu'il y avait des bouts d'images qui existaient nulle part ailleurs, où ils avaient récupéré. Et j'étais là genre, mais non, mais alors ça se faisait griller sur 2-3 trucs, mais alors pour l'instant ça me fait marrer. Et puis même mieux que ça, si ça donne des idées à des studios de développer un film Warcraft 2, go quoi. Alors, autre question, puisque tu n'es pas trop allé sur le terrain musical qui avait été bien travaillé, bien évoqué précédemment, dans les présentations précédentes, mais tout de même, par exemple, au niveau sonore, à quel moment est-ce que tu dirais, là c'est trop? À quel moment est-ce que c'est trop? Par exemple, si on demande à une intelligence artificielle de commencer à tout bruiter, façon courte manche, pour les anciens aussi, est-ce que ça va être encore jouable ou est-ce que ça va devenir injouable? Alors, moi je vais faire un rebond de questions. Quand tu as fait ta partie sur ChatGPT, il n'y a pas eu un truc de t'es tout seul chez toi, il y a un silence monstrueux pendant que tu es en train de jouer et c'est horrible? Parce que moi c'est ce que j'ai vécu, j'étais là avec mon ChatGPT. Et puis, en fait, au bout de 40 minutes, je me suis rendu compte, tiens, il y en a pas un qui râle parce qu'il n'a pas eu la dernière part de pizza, parce qu'il a loupé un jet de dés, parce que, attendez 2 secondes. Et en fait, j'ai trouvé ça cruellement vide. Bon, il y a un truc, normalement, j'aurais dû vous parler du design par soustraction, qui est un des designs les plus forts que jamais l'IA n'arrivera à faire. Ça, j'en suis sûr. T'es sûr? Vraiment sûr? Non, c'est de la provocation depuis tout à l'heure. C'est un acte de rébellion. Non, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ça? Alors, j'ai eu la chance qu'on était 2 à tester et puis il y avait aussi le chat qui faisait plein de bruit. Donc, oui, mais bon, je sais pas, tu voulais te recentrer sur la musique ou bien on dévie, mais... Non, tu peux dévier, vas-y. C'est pas très libre de dévier, on est rôliste, hein, donc vas-y. Ouais, vous avez vu comme j'ai esquivé la question. Ouais, et on continue, ouais. Ouais, non, mais je sais pas sur quoi tu veux rebondir, mais... non, mais en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a des IA qui peuvent construire des musiques et de l'environnement sonore, ça c'est sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à détecter des images d'IA facilement, des textes d'IA facilement, de la musique. Alors la musique,
ça me rend triste, mais je pense que c'est le premier truc qui va être possible en fond, c'est-à-dire qu'on va mettre des fonds sonores. Et il y aura, parce que c'est ce c'est ce qui accroche le moins. Les bruitages, moi je suis assez d'accord, les bruitages ça s'utilise peu. Alors en VTT un peu plus, parce que tu peux les préprogrammer, t'as le grincement de porte, à chaque fois que tu cliques sur la boule de feu, il y a un bruit de boule de feu. Mais 90% des MJ, au bout de 5 secondes, ils bloquent tous les sons en disant allez t'arrêtes maintenant. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un bruit de hache, c'est relou. Mais ça va se paramétriser. Hein. S'il y en a trop, ben voilà, il y a peut-être un curseur que tu mets sur moins, mais en moins, et puis voilà. Il y a eu quelques gimmicks célèbres quand même avec des onomatopées ou des slogans récurrents dans les jeux vidéo comme dans les jeux de rôle d'ailleurs. Le nain gagne un niveau. Je voulais vous entendre tous les deux sur justement cette convergence que l'IA semble permettre entre les VTT et les jeux vidéo. Oui, vaste question, je sais. Oui. Il ne reste que 20 minutes, je crois. Moi, je vais rebondir très vite. Quand j'ai travaillé sur les deux. J'ai travaillé sur un VTT, donc Let's Roll, et j'ai travaillé sur un jeu vidéo. Et en fait, c'était pas du tout le même travail sur les outils auxquels on va donner accès. Par contre, il y a toujours quelque chose. C'était c'est quoi le média et comment on va transmettre de l'émotion, sachant que le VTT enlève l'aspect. On est 5 autour de la table. Donc notre réflexion sur le VTT, c'était comment, en ayant une bande passante parce que lorsqu'on est en train de jouer en VTT, il y a un truc qui est marquant, il n'y a qu'une seule personne qui peut parler. Dès qu'il y en a deux qui parlent, c'est fichu. Alors que sur une table de jeu de rôle, on peut arriver à suivre la conversation là et la conversation là, il y a même des engueulades, etc. C'est beaucoup plus dur en VTT, donc ça ralentit le rythme. Et donc en fait, toute notre réflexion lorsqu'on était en train de travailler sur notre VTT, c'était comment on peut réduire ces problématiques, comment on peut aider le maître de jeu. Et donc typiquement, par exemple, il y avait, quand on arrivait sur une scène, on pouvait lancer automatiquement une musique qui était connectée à une scène, une image, et avec un texte. Donc résultat, c'est assez pratique parce que le maître de jeu, il n'a pas 5 clics à faire en même temps qu'il est en train de faire une description. Il fait un clic et il y a 5 choses qui arrivent. Ça, c'est de l'assistanat qu'on faisait beaucoup en VTT. Mais c'est pas la même construction mentale que lorsqu'on est en train de travailler sur un jeu vidéo. Moi, je voulais peut-être juste compléter sur un aspect, ça va être aussi l'aspect économique. Hein. Tu as bien mentionné que dans le jeu vidéo, il y a de l'argent, ce qui génère beaucoup de travail pour le jeu vidéo, beaucoup de création, beaucoup de colloques, beaucoup de réflexion. Et puis au jeu de rôle, malheureusement, on n'a pas ça. Hein. Mais justement, là, il y a la possibilité de justement avoir des plateformes VTT qui offriraient de plus en plus de services additionnels. Et l'un de ces services additionnels pourrait être notamment un MJIA. Et puis c'est avec ces services additionnels que l'on pourrait motiver les utilisateurs à payer un peu plus par mois. Et ne serait-ce que l'aspect économique ferait en sorte que ce genre d'outil va se développer. Ouais. Alors on arrive au moment où on va passer aux questions de la salle, mais comme ça conclut la journée, cette première journée, cette table ronde, j'en profite pour faire un petit peu de lien avec ce que vous pourrez entendre demain. Alors il y aura notamment Olivier Caïra qui viendra nous casser la baraque en expliquant que le jeu de rôle, pourquoi le jeu de rôle est analogique, donc ça risque d'être l'antithèse, on va voir, je suis impatient d'écouter ça. Et puis on aura aussi des questions en lien avec les 4 catégories de narration interactive que tu as évoquées, puisqu'on parlera de l'interactivité du récit pendant la table ronde sur le jeu de rôle et l'éducation et l'apprentissage. Déjà je vous remercie, et puis on prend les questions de la salle. Bonjour, merci pour cette table ronde. Je croyais en savoir pas mal, j'en ai quand même appris beaucoup. Je vais quand même me permettre de faire plutôt
surtout une ou deux réflexions plutôt qu'une question. D'abord, j'ai répondu aux 2 questionnaires, parce que j'aime bien tricher. Donc il y a toute une partie où j'aime utiliser l'IA et une autre partie où j'aime pas utiliser l'IA. Je ne pense pas qu'on est binaire. Après, j'ai utilisé l'IA pour savoir ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que je lui ai demandé, sur un jeu que j'ai fait, de me créer des scénarios. Je les ai trouvés tellement bateaux, tellement nuls, que je me suis dit, bon, il faut vraiment que je trouve quelque chose. C'est-à-dire, ça m'a débloqué la page blanche en se disant, je ne peux jamais faire aussi mauvais. C'est-à-dire, je lui ai demandé, fais-moi un scénario de pirate avec de la magie et tout. Il m'a dit, l'équipage, il trouve une carte de trésor avec une croix, et ils vont quelque part, et ils se font attaquer par un galion espagnol, et ils arrivent sur une île, et ils vont à l'endroit où il y a la croix, ils trouvent un trésor. Bon, d'accord, merci. Et t'as fait jouer ça et ça a marché, j'en suis sûr, non? Hein? Tu l'as fait jouer et ça a marché? Non, mais ça marche forcément, mais c'est pas exactement ce à quoi j'attendais. J'ai fait la même chose pour des PNJ en background. Il m'en avait fait plusieurs, etc. Et je ne vous dis pas exactement ce que c'était, mais ça n'avait aucun intérêt. Moi, quand je fais des PNJ pour un background, je peux y passer, quand c'est minimum, c'est 10 minutes, et quand c'est ce que je veux vraiment avoir, c'est 1 heure. Parce que c'est intéressant, parce qu'ils ont des phrases, parce que moi, quand je fais un PNJ, il peut presque être utilisé comme un pré-tiré. J'ai entre les 2. Et après, il y a une 3e chose que je voulais dire, mais peut-être tout à l'heure, parce que j'ai une mémoire d'attention très faible, et je ne sais pas ce que je voulais dire. Enfin, je ne sais plus, je le savais. C'est déjà pas mal. Disons, est-ce que tu as essayé sur GPT-3 ou GPT-4 Si tu as été déçu avec GPT-4, essaye avec GPT-5. Ça s'améliore de... Et puis, ce que tu peux aussi faire, c'est reposer des questions pour qu'il améliore ton scénario. Mais oui, oui. Je vais me permettre d'être le relou de service parce que de formation, je suis informaticien et notamment dans l'IA. Mais parce qu'en fait, vous n'arrêtez pas de parler d'IA et ça a été vaguement mentionné, mais vous parlez surtout de deep learning à des fins génératives. L'IA, il y en a tout un panel. Et pour moi, on peut voir au-delà déjà, et surtout certaines limitations qui sont apportées sont faites de l'émergence récente. En fait, c'est pas récent comme concept, c'est déjà conceptualisé dans les années 50, tout ce qu'on dit actuellement, c'est juste la scale-up. Tout à fait. Enfin, le fait qu'actuellement on a des données qui sont traitées en masse de manière absolument débile, qui nous permettent de voir ce qu'on a là. Et le problème, c'est qu'on essaie de forcer à fond ça, de faire grossir les systèmes pour des choses pas utile. Et énormément de choses que tu disais, c'est pas possible, ce sera pas possible, et bon, à des fins provocatrices, mais en fait, c'est des choses qui sont déjà extrêmement possibles maintenant, qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on essaie de faire en essayant de faire de la corrélation à fond, alors qu'en introduisant par exemple des systèmes experts, en introduisant de l'heuristique, en fait, si on introduisait ton expérience dans un modèle de données pour aider l'apprentissage, en 2 secondes et demie, elle arrive à comprendre tout ce que tu lui racontes. Là. Alors, moi, c'est mon background. À la base, j'ai fait de l'informatique, hein. Donc c'est vraiment ma base aussi. Et il fallait lire aussi la provocation, tu as tout à fait raison. Et il y a des choses aujourd'hui, pour manipuler depuis... aujourd'hui, ça fait 15 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Sincèrement, il y a vraiment... Et là, par contre, c'est pas une blague, il y a des choses où je pense... moi, j'utilise tous les jours de l'IA. Mais que ça soit effectivement de l'IA de génération, comme on a mentionné tout à l'heure, différentes choses, mais de l'IA dans du déplacement, du comportement de NPC, donc par exemple, aujourd'hui dans les effets spéciaux, il y a de l'IA qui est utilisée juste, c'est 30 images par seconde, un effet spéciaux. Là, on ne demande pas à un artiste de faire les 30 images. Il va faire la première, la 5e, la 10e, et c'est l'IA, mais depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, qui va fabriquer toutes les images entre. Et ça, il n'y a jamais eu de problème. Pixar l'a utilisé depuis très très longtemps pour gérer la peau élastique, depuis très très longtemps, depuis la naissance. Disney a fait la même chose. Donc oui, effectivement, mais aujourd'hui on n'est pas là pour discuter. Mon avis, si on doit discuter avec juste niveau, on fait de la banalisation et de la médiation scientifique et culturelle. Oui. Et je pense que c'est aussi intéressant de se dire qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui. Par rapport à ça. En fait, le point que je voulais apporter à travers ça, surtout, après je vais laisser circuler la parole, c'est surtout qu'en utilisant exclusivement le deep learning à des fins génératives, en fait, on se bride énormément sur les potentialités qu'on a. C'est-à-dire que là, on essaie de forcer ça avec un idéal d'objectif de création, de créativité, d'inventivité, d'invention, d'imaginaire, mais ça ne le permet pas. C'est-à-dire que dans son fonctionnement
fondamentale, on ne fait que de la corrélation, de l'amalgame, de la synthèse, mais on ne fait pas, à moins qu'on limite, à ce moment-là, on questionne le concept de créativité. À ce moment-là, oui, on pourrait tout à fait, dans la conception de la créativité, résumer la créativité à de l'agencement d'idées, mais si on souhaite sortir de ce carcan-là, mais c'est ce que alors je vais peut-être me formuler maladroitement, mais c'est ce que je pense quand je dis qu'il faut utiliser l'IA ailleurs. C'est ce que j'ai dit, j'espère plusieurs fois, et je le pense sincèrement. Je pense que l'IA, c'est un magnifique outil, mais il faut savoir, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'il fallait plutôt développer l'aspect apprentissage éthique de qu'est-ce que c'est une IA, notamment dans les formations informatiques, parce qu'on est confronté à l'IA. Moi, alors, je suis pas vieux, j'ai moins de 40 ans, mais on apprenait déjà ce que c'était des systèmes de base de données à nourrir et de l'IA à l'époque où j'étais en prépa informatique. Alors, pour compléter peut-être un tout petit peu la réponse, déjà, je précisais au début que ça ne date pas d'hier. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, donner une date, etc. Mais voilà, on est bien conscient que ça ne date pas d'hier. Simplement, là, il y a un pic d'occurrence et d'activité sur l'intelligence artificielle ces derniers temps, et beaucoup de débats dans les médias sociaux rôlistes que vous n'aurez pas manqué de noter et de relever. Et dire aussi que pour l'enquête, on était 3. Laurent Gartner n'est pas là aujourd'hui, mais il n'a pas manqué. Alors son métier, c'est aussi l'informatique et notamment tout ce qui touche au RGPD. Donc il garantit l'anonymat de vos réponses et la sécurité de vos données personnelles. Et il n'a pas manqué de nous challenger sur cet aspect éthique et aussi sur l'aspect environnemental que tu as cité, Sam. Donc ceci n'est pas un spot publicitaire. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'on en parle maintenant parce que justement il y a un grand boom des grands modèles de langage. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a d'autres outils basés sur l'IA. Mais tu vois, on parlait des jeunes générations qui vont avoir un problème. Moi, le premier scénario de jeu de rôle que j'ai écrit, on a travaillé avec des... moi, c'était mon premier scénar. L'illustratrice qui a travaillé dessus, c'était la première fois qu'elle était payée pour illustrer. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est cette utilisation qui me fait peur. C'est plus ça. Et j'aurais bien aimé qu'un ami, Loïc Musique, qui est illustrateur dans le jeu de rôle, soit là, parce qu'on passe beaucoup de temps à discuter de ça, sur le fait que l'IA peut être utile ailleurs, en fait. Vous avez parlé de deux choses qui pourraient en fait répondre à un problème fréquent sur les tables de jeu, c'est le copain qui est absent, parce que ça arrive de temps en temps. Et en fait, comme il y a l'IA personnage-joueur qui est anticipé d'un côté et le truc de prise de notes qui sait ce que le personnage-joueur a fait dans les parties d'avant, du coup, on pourrait presque avoir un remplaçant de personnage absent. Je jump là-dessus parce que justement pour moi c'était ma conclusion, c'était on peut pas parce qu'en fait on peut pas. Je pense que le média du jeu de rôle fait que c'est plus intéressant si le personnage qui n'est pas là est joué par quelqu'un d'autre. C'est pas on ne peut pas, je mets une nuance, sinon je vais me faire engueuler à la sortie. Le média même, la réflexion même du média du jeu de rôle, qui est ce truc magique où on se réunit, on est un triste pour moi, mais 5, 6, fait que s'il y a un absent, je pense qu'il faut mieux confier sa fiche à quelqu'un ou qui a un running gag chez nous, il est juste affreusement malade et coincé à la taverne, quoi. Denis Gerfaud, par exemple, avait inventé le gris-rêve pour gérer ce type de circonstances où il y a un participant qui n'est pas là ce soir-là, et d'autres dispositifs narratifs comme ça. Comme le frigo cosmique. Un peu comme le frigo cosmique, effectivement. Bonsoir. Je voulais revenir sur la question des
des illustrations parce qu'elle est venue en premier dans les comment j'utilise l'IA en fait. Voilà, donc pour illustrer un PNJ ou un élément du jeu, et aussi parce que du coup Benjamin, tu le disais, voilà, c'est un truc que je fais dans la pratique privée. Voilà, moi je me demande en fait un petit peu dans le cadre du jeu de rôle, en fait comment, tout ça, comment vous l'expliqueriez en fait ça, parce qu'en fait finalement le jeu de rôle c'est pas de base un média en fait visuel, en fait on peut jouer au jeu de rôle sans image. Pour autant la première utilisation qu'on fait c'est je fais des images. Voilà. Alors je trouve la question géniale, parce que c'est vrai que c'est le besoin d'illustrer un média qui, mais d'ailleurs je vais même élargir ça, c'est globalement ce qui se passe aujourd'hui avec le jeu de rôle, qui est, je sais pas comment on peut dire, surgoudisé. Aujourd'hui, même moi le premier, j'ai joué mercredi soir. On regardait notre table et on s'est marré parce qu'on s'est dit waouh, il y a la super belle carte, il y a les belles figurines, on a la musique, on a le bel écran, on a les belles fiches avec nos persos. Ça faisait un peu. En plus, j'étais pas le plus jeune, mais il y a quelqu'un qui découvrait le jeu de rôle avec nous et qui disait ah, c'est tout le temps comme ça. Non. T'habitues pas. Là, c'est vraiment spécial. Et en fait, on en a parlé du fait qu'aujourd'hui, le jeu de rôle est surillustré. Alors, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est plutôt pour gagner du temps sur l'interprétation et la narration, qui sont les deux trucs qui m'intéressent le plus quand je suis à une table, qui est en gros faire du théâtre avec des dilemmes, qui est le cœur de la deuxième présentation que vous avez loupé, mais vraiment qui est faire naître un dilemme. C'est ça qui est génial pour moi, c'est vraiment ça le bonheur d'un jeu de rôle. Et donc passer du temps à faire un descriptif, ou faire la moitié du temps d'un descriptif et de montrer une image, des fois c'est bien. Moi, c'est mon opinion. Je vais juste rebondir sur un élément pour ceux qui ont joué dans les années 80-90, soit 80-90. Eh ben, vous vous souvenez des feuilles de perso de l'époque, il y avait toujours un petit carré blanc en haut à gauche pour qu'on puisse dessiner son personnage. Et je pense que maintenant, il n'y a plus ces petits dessins au crayon gris, souvent moches d'ailleurs, surtout les miens. Et maintenant, ils sont remplacés par les illustrations de l'IA. Mais je pense qu'il y a toujours eu un besoin d'illustrer son personnage, même si, comme tu l'as dit, effectivement, ça se passe beaucoup dans la tête, pardon. Mais sans les IA même, hein. Sans les IA, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Pinterest, moi, je passais des heures à aller chercher des illustrations pour certains trucs, même pour ne pas spécialement les montrer aux joueurs, mais pour écrire. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de méthodologie de création, mais moi je commence beaucoup mon travail d'écriture par faire ce qu'on appelle un mood board visuel et un word cloud, donc un nuage de mots. C'est les deux premiers trucs que je fais. Le mood board, c'est je vais chercher des références visuelles pour pouvoir avoir cet aspect un peu documentaire au moment d'une description, et aller chercher aussi des mots-clés, parce que je veux que mes thématiques et mes piliers restent tout au long de mon écriture, parce que si ça dure 6 mois, on peut oublier les piliers qu'on voulait tout au départ. Et aller chercher de l'image sur Pinterest, ça existe moi je l'utilisais pour illustrer mes personnages depuis très longtemps. Donc soit il y a un besoin de l'humain d'avoir une représentation graphique, ou alors ces feuilles de personnages sont en fait une résurgence de documents d'identité où on a tous sa bouille dessus. Ça, c'est peut-être quelque chose à aller voir. Oui, moi ce serait plutôt pour un complément qu'une question ou même une remarque. Je pense qu'il serait dommage de ne pas citer le film dont sont extraits les deux images pour illustrer la science du cadre. Donc c'est La prisonnière du désert. Prisonnière du désert, bien sûr. Voilà, et donc je ne peux que conseiller ceux qui ne l'auraient pas encore vu de voir ce film, qui est probablement un des plus importants de l'histoire du cinéma, pour ce plan qui est très connu, mais pour plein d'autres choses dans le film, au niveau du scénario, au niveau des personnages, des acteurs, etc. Et je serais même très jaloux, je suis très jaloux de ceux qui le découvriraient
après cette présentation. Je me permets de dire qu'il faut, dans la même soirée, regarder ce film et La Horde sauvage de Peckinpah, qui résonnent très étrangement ensemble. Voilà. Vraiment regarder ces deux films. Mais pardon de l'avoir... Mais je voulais pas faire du name dropping, mais oui. Les deux dernières questions. Ok. Merci beaucoup pour ces présentations, enfin ces discussions très, très stimulantes. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu une question de Béotienne. Je ne suis pas du tout spécialiste du jeu de rôle. Par contre, j'avais beaucoup bossé sur les MMORPG à une époque. Et à cette époque-là, j'avais lu des travaux sur le jeu de rôle de Gary Allan Fine qui décrit, à partir de ces travaux, on a décrit le jeu de rôle comme une sous-culture sous copyright, sous-culture propriétaire. Et donc, je pense que vous me voyez venir. Du coup, j'ai une petite question justement sur l'usage donc des large model language, du coup dont vous avez parlé de ChatGPT pour utiliser pour le jeu de rôle. Quid de la question des droits d'auteur, qui est une question à la fois juridique et économique, puisque en fait, il y a quand même aussi des éditeurs, etc. Et une question aussi peut-être plus dans la pratique. C'est-à-dire, est-ce que si il y a un ChatGPT utilisé comme un co-MJ, est-ce que il peut prendre en compte l'autorité de l'œuvre? Parce que dans l'idée du jeu de rôle comme sous-culture, sous-copyright, l'idée c'est que l'œuvre fait toujours référence, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord, on va revenir à l'autorité, donc à ce que dit, en fait, ce que dit l'auteur. C'est assez dur d'y répondre, pour être honnête. C'est une vraie question difficile d'y répondre avec beaucoup d'honnêteté et de réflexion. Je veux juste rappeler deux trucs. C'est que j'ai parlé de beaucoup d'IA, notamment par exemple Coconut, qui est une IA d'assistanat, qui est absolument pas une IA qui va générer. Et les IA génératives qui vont aller faire du texte dans le cadre privé, il n'y a pas de problème de copyright. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une question dans le monde de l'édition du jeu de rôle que je pense qu'il ne faut pas du tout aborder aujourd'hui, mais c'est mon avis. Déjà pour éviter tout le feu au bâtiment, il faut avoir des illustrations qui viennent du monde de l'IA ou avoir du texte qui vient d'IA, que ce soit pour un jeu de rôle ou même pour un jeu vidéo. Aujourd'hui, la question du copyright, elle est réglée. On n'utilise pas ça. On n'utilise pas de génération d'IA pour ça, tout simplement parce que moi aujourd'hui je travaille pour Lucasfilm et Disney. Jamais de la vie on va aller chercher, on va aller générer des images par IA. C'est le droit le copyright, c'est même pas envisageable. Par contre, le travail personnel, l'utilisation personnelle dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, c'est comme Pinterest, c'est-à-dire aller chercher une image et la montrer dans un cadre privé ou de faire des photocopies. C'est le copyright, mais sous utilisation de personnel, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'argent qui revient. Plus d'argent qui arrive à qui, pardon? Est-ce qu'on peut, la question c'est économiquement, où on met les éditeurs de jeux de rôle dans un modèle une grosse partie du... Je pense qu'il faudrait en discuter avec des éditeurs de jeux de rôle. Mais il y avait, c'est janvier de l'année passée, il y avait tout cet événement où justement Wizards of the Coast voulait enlever la licence libre pour D&D. Et ils ont eu un grand backlash, mais à moins que j'hallucine, ce que j'avais compris de toute cette histoire, c'est qu'ils voulaient en fait remettre la main sur pas mal de droits afin ensuite de proposer sur leur plateforme en ligne typiquement des outils basés sur l'IA, par exemple pour maîtriser des parties où ils ont en fait le contrôle sur toute la propriété intellectuelle. Donc oui, il y a des enjeux aussi dans le jeu de rôle. On parle de l'IA comme outil d'assistance depuis le début, mais on n'a pas parlé justement pour les plateformes de jeux de rôle virtuels. Le générateur de nombres aléatoires qui fait les dés, c'est une IA. Donc en soi, on a une IA qui est en assistance depuis le début. Alors ça, c'est juste pour le petit commentaire marrant. Et pour mettre le feu au bâtiment, Wizards a dit qu'ils voulaient utiliser l'IA pour faire leurs livres à l'avenir. Donc ils ne sont pas clairs sur est-ce que c'est faire les règles, est-ce que c'est faire les illustrations. Mais ils ont dit il n'y a pas si longtemps, voilà, maintenant on peut mettre le feu au bâtiment, c'est bon, c'est bon. Non, mais bien sûr. Et Chaosium s'est aussi positionné contre. Wizard a annoncé qu'ils allaient l'utiliser. Je ne crois pas qu'il y ait de représentants de Wizard et de Chaosium dans la salle. Voilà.
Oui, merci déjà pour la table ronde. Et j'ai noté tout à l'heure un petit moment de flottement sur le PJIA, le PNJIA, qu'est-ce qui fait l'un, qu'est-ce qui fait l'autre. Voilà, je ne peux plus m'empêcher de le remarquer, peut-être un peu développer sur le paradigme qui permet de différencier l'un de l'autre, et en particulier pourquoi il n'y a pas eu la même question sur MJIA. Parce que si la différence, comme j'ai l'impression que ça commence à se dessiner, c'est que PJ, c'est qu'il y a une joueuse derrière, pourquoi pas MJ ? Et indépendamment de, est-ce qu'on peut faire assurer certaines responsabilités, parce que moi c'est comme ça que j'irai chercher un petit peu qu'est-ce que c'est qu'être MJ, les fonctions et tout, mais à votre avis, dans le questionnaire, tout ça, pourquoi ça n'a pas posé la même question, alors que PJIA, c'est vrai que j'ai l'impression que naturellement, on va tous se dire, mais est-ce que c'est vraiment un PJ ? Alors j'ai l'impression que ça faisait partie de... Alors peut-être que ça... Moi j'ai compris que ça faisait partie parce qu'on a mentionné le jouer tout seul avec un maître de jeu géré par une IA. Ça faisait même partie des deux exemples que tu donnais. Ouais. Et donc j'ai l'impression que il y a eu ça. Et un personnage joueur, il y a un personnage derrière et un personnage non joueur, ça va être quelqu'un qui ne va pas être joué par personne physique autour de la table. Moi c'est comme ça que je définirais. Maintenant, la réflexion sur est-ce qu'une IA peut être maître de jeu, etc., d'ailleurs, c'est une partie de ce qu'on disait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un travail, il y a une réflexion. D'ailleurs, il y a je ne vais pas faire la promo, mais il y a une appli qui existe, que j'ai testée littéralement hier soir pour aujourd'hui, de maître de jeu. C'est une IA qui te propose des parties de jeux de rôle de tous les univers que tu veux. Attends, est-ce que tu peux prendre le micro parce que comme ça tout le monde va t'entendre. En fait, là, il y a un problème de concept encore. Depuis tout à l'heure, on parle de l'IA. Est-ce qu'elle peut, d'un point de vue de capacité, alors qu'on ne parle pas d'un point de vue de concept, ce dont il parle. Est-ce que le jeu de rôle, c'est une relation entre des humains autour d'une table ou même d'une table virtuelle? Est-ce que c'est une relation entre humains ou est-ce qu'une machine, c'est un humain? C'est de là qu'on... Mais on a parlé de concept. Non, là, pas de cela. Vous avez beaucoup parlé de capacité, de ça se peut, de ça se pourra, de ça se pourra peut-être, de ça se pourra pas. Est-ce que tu es sûr que ça se pourra pas? Alors, je t'assure que tu es... Et tout ce truc qui est en fait le discours marketing de la Silicon Valley depuis les années 50, de l'aveu même des inventeurs des réseaux de neurones, de McCarthy à l'époque, et même en fait quand on lit Turing dans le texte, il dit déjà des trucs comme ça en réalité. Il dit déjà que tout ça et en fait ne sert qu'à attirer des capitaux. Alors il parle pas en termes comme ça, il est trop poli pour le dire comme ça, mais il parle déjà du fait que c'est une illusion. Là, quand on parle du fait que le MJ doit être humain, alors on peut le poser en tant que question. Mais alors, en fait, si on le retire comme humain, le livre dont on est le héros, ça devient un jeu de rôle. Et dans ce cas, je t'assure que... On n'a toujours pas de définition. Et on est en train de parler d'autre chose. Je t'assure qu'on a parlé de concept. Je t'ai entendu plusieurs fois pester. Je comprends. Je pense juste qu'on peut tous rester calmes et en parler calmement. Et surtout, on a parlé du concept plusieurs fois. Je suis revenu au concept de c'est quoi le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est être... je pense que vraiment, on l'a dit plusieurs fois, et justement, une très bonne question qui est qu'est-ce que c'est être un MJ? On en parle. Tout à l'heure, il y a eu une bonne question sur est-ce que le PNJ peut être géré par une IA, et la réponse parlait de concept, c'est-à-dire que non, elle doit être... Alors non, c'est pas ça. C'est si un PJ est absent, est-ce qu'il peut être... Non, mais t'es en campagne de jeu, t'es absent une fois, ton personnage, qui le joue? C'était ça la question, il fallait l'écouter. Et c'est la réponse qui a été donnée. Je pense concept ou pas concept, moi je pense que l'IA pose surtout la question, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour nos parties? Qu'est-ce qui nous fait kiffer? Qu'est-ce qui nous intéresse moins? Alors évidemment, si ce qui nous intéresse dans une partie de jeu de rôle, c'est justement de faire vivre une aventure à d'autres personnes, à ses amis, alors là, un IAMJ, ça ne nous intéresse pas beaucoup.
parce que s'il enlève ce qu'on veut faire, ce qui nous motive. Par contre, si ce qu'on veut dans notre partie de jeu de rôle, c'est c'est porte-monstre trésor, ou bien c'est vraiment incarner des aventures, et puis que voilà, devenir MJ n'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus, et peut-être que ça, à ce moment, on peut le donner à une MJA. Donc en fait, il faut presque réfléchir sur sa pratique du jeu de rôle, voir ce qui nous intéresse moins, quels sont les obstacles aussi. Certains ont de la difficulté à trouver des MJ. Certains, des fois, ont des campagnes en cours avec des joueurs qui sont absents. Ouais. Et puis ça nous donne justement des possibilités, oui, des possibilités. Alors maintenant, la définition du jeu de rôle, je pense que ça fait 50 ans qu'on en discute. Hein. Et même, tout à l'heure, on essayait d'y répondre, mais Alors, peut-être vous redire que demain, il y aura l'intervention d'Olivier Caïra, et on ne voudrait pas anticiper, en fait, parce que chacun a sa partie à jouer, qui s'intitulera « Pourquoi le jeu de rôle est analogique ». Donc ça va être le pendant de ce dont on vient de traiter. Et puis, remarquez aussi que dans le sous-titre que San avait choisi pour sa présentation, à savoir les rôlistes rêvent-elles de des vins électriques, il y avait évidemment une allusion à Philippe Cadic. Et puis, sur le haut de ma pile à lire, assez honteux, je dois dire, particulièrement élevé en ce moment, il y a le dernier bouquin de Damasio qui m'a été conseillé par Sylvie Marchetto sur justement le paradigme dont tu parles, de la Silicon Valley, donc vallée du silicium, où on peut effectivement retrouver un certain nombre de questionnements. Voilà, on ne prétendait pas du tout épuiser le sujet, loin de là. Et puis surtout, si en 1h45 on avait plié le sujet de 50 ans de jeux de rôle, d'outils narratifs et de l'IA de hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est pas possible. Mais on a essayé en tout cas de faire de la banalisation, et après il y a des gens qui attendaient d'autres choses, mais on essaie aussi de parler à tout le monde. Bon, merci beaucoup pour cet échange musclé. On vous donne rendez-vous demain matin à partir de 9h30 pour un café, et puis on reprendra les communications à partir de 10h. Merci beaucoup.